L'Est de la RDC est toujours en proie aux affrontements. On en parle avec Patrick Mouyaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Roger Lumbala, jugé à Paris alors que le Congo avait demandé son extradition. C'est un affront. Bon, écoutez, il y a mon collègue de la justice qui se charge du dossier. Le moment venu, on pourra évidemment communiquer. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui se vit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver parce que, par exemple, pour l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois grâce aux efforts du président Tshisekedi que nous avons pu obtenir récemment l'ouverture d'une commission d'investigation, donc d'enquête internationale. Pour la première fois en 30 ans, nous espérons collaborer avec ceux qui viendront à la suite de la mission d'établissement de faits qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent plus. Donc ça veut dire que les processus de paix qui sont en cours, les processus de Washington et de Doha n'ont aucun effet pour le moment? Non, la question, c'est pas que les processus n'ont pas de fait. Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès les débuts de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha, nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage et nous espérons que cela arrive vite parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Donc ça veut dire que le volet politique qui est en cours et économique également n'ont pas forcément d'impact direct sur le terrain pour le moment, à l'heure actuelle? Écoutez, nous créons les conditions qui permettront d'avoir des progrès sur le terrain et je crois que la dernière réunion qui a eu lieu à Washington a donné plutôt des signaux plus clairs. En tout cas, pour nous, c'était clair qu'on ne peut pas parler économie, on ne peut pas parler développement de la région tant qu'il n'y a pas de stabilité qu'on puisse vérifier. Dans les discussions de la semaine dernière, nous avons pu signer ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale, plutôt paraphé en attendant les signatures de ministres des Affaires étrangères et plus tard des chefs d'État, pour que, et là, on a rajouté une clause qui est bien claire, qu'on ne pourra procéder à la mise en œuvre de ces cadres que lorsqu'on aura satisfait à l'exigence prévue dans l'accord du 27 juin, à savoir le CNOPS. Donc, ça veut dire d'une part les traitements de la question des FDLR et d'autre part les retraits des mesures dites de défense du gouvernement rwandais qui en réalité c'est leurs troupes et les matériels qu'ils ont amenés en République démocratique du Congo. Alors justement, donc une avancée sur le papier, oui, mais sur le terrain, quand le ministre rwandais des Affaires étrangères déclare sur notre plateau par exemple que les forces congolaises bombardent les positions du M23 et les populations en violation du cessez-le-feu, que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, d'abord, je dois rappeler ici que nous sommes en phase d'atterrissage et que les dernières discussions à Washington, nous avons convenu, parce que nous sommes en phase d'atterrissage, d'éviter des propos qui peuvent être de cette nature, justement. Nous, on ne va pas aller bas, comme des coutumes de l'autre côté, mais on va rester haut pour que chacun assume ses responsabilités. Mais il y a des faits, il n'y a pas seulement que des propos, il y a des faits sur le terrain. Ici, il est évident que c'est le Rwanda qui agresse. Ici, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'en 5 jours, près de 10 000 Congolais ont été tués à l'occasion de l'invasion de Goma. Et nous savons depuis, vous suivez quotidiennement la situation dans l'Est, qui tue, qui gouverne par crime. Je ne voudrais peut-être pas faire la litanie des crimes qui sont commis, mais ici, c'est qu'il faut savoir, il y a un pays qui en agresse un autre. Et nous, évidemment, nous sommes dans une posture de légitime défense pour toutes nos populations. Et donc, nous qui devons protéger nos populations à tout prix. Nous qui voulons qu'on desserre les taux pour que très rapidement nous puissions apporter l'appui humanitaire, on ne peut pas être responsable de ces bombardements. Et donc, il faut regarder du côté de celui qui nous accuse pour voir
ce qui se passe sur le terrain et qui en est les responsables. Donc vous n'êtes pas responsable des bombardements Écoutez, ceux qui bombardent, ceux qui tuent sont ceux qui aujourd'hui sont les occupants et leurs supplétifs. Vous n'avez qu'à regarder. Vous renvoyez la balle en fait. La question, c'est pas de renvoyer la balle. La question, c'est que nous avons, nous, République démocratique du Congo, été agressés et c'est établi par tout le rapport. Même si du côté du Rwanda, c'est les seuls pays qui ne voient pas qu'il est agresseur. Mais si vous regardez, pourquoi avons-nous signé alors cet accord à Washington s'ils avaient aucune responsabilité dans ce qui se passe en termes de troupes, des matériels et de tous ces crimes qui ont été commis. Ici, nous avons sérier tous les problèmes, justement. C'est pour ça que nous sommes à Washington. C'est pour ça que nous sommes à Doha. Aujourd'hui, tous les problèmes sont à table. Et ce qui est attendu du Rwanda, c'est qu'il fasse sa part de responsabilité, comme nous faisons la nôtre, pour nous assurer que nous atteignons l'objectif de la paix que pourra consolider, et c'est la paix qui entraînera l'ouverture à des opportunités. Alors, parmi les conditions et les engagements signés à Washington, il y a la neutralisation des FDLR. Mais visiblement, ils n'ont toujours pas déposé les armes. Que se passe-t-il? Écoutez, la question des FDLR, comme la question des réfugiés, comme la question du discours de haine, c'est des prétextes qui ont été utilisés par les Rwandais pour camoufler cette guerre économique. C'est la réalité. Et c'est bien pourquoi à Washington... Mais c'est une condition. C'est bien pourquoi à Washington, je vais y arriver. C'est bien d'accord. pourquoi à Washington, dans cet accord, c'est un accord qui règle principalement deux problèmes. La question de la sécurité, avec notamment la question des FDLR et les désengagements de force, et puis la question des conditions qui vont nous permettre de créer un espace de stabilité dans la région, parce que c'est la volonté du président Tshisekedi de dynamiter l'économie dans cette partie du pays, et partant dans toute l'Afrique. Ce que nous faisons, c'est que nous avons nos forces armées en communiqué. Il faut dire d'abord que les FDLR tuent les Congolais. Les Congolais sont les premières victimes. Ce n'est pas seulement des Congolais qui sont tués, mais c'est toute exploitation illicite de nos forêts. Aujourd'hui, nous avons commencé, dans les cas de ce que nous avons convenu dans les CONOPS, la sensibilisation dans les zones qui sont sous notre contrôle. Il faut savoir que le gros du dispositif, d'après la cartographie qui a été préparée par les états-majors, sont dans les parties sous occupation. Et nous devons nous assurer de restaurer l'intégrité territoriale. Et nous allons traiter cette menace parce que c'est d'abord une menace pour nos propres populations. Et plus tard, d'après l'esprit de l'accord, ils doivent retourner au Rwanda, c'est leur pays, ils doivent être en mesure d'être accueillis et de s'intégrer dans leur société pour laisser finalement le Congolais vivre en paix dans leur pays. Qu'en est-il de la réouverture de l'aéroport de Goma pour acheminer l'aide humanitaire? C'est ce qui avait été annoncé lors de la de Paris, mais visiblement c'est quasi impossible au vu de la situation sécuritaire. Non, la question c'est pas que c'est impossible. La question c'est que les équipes sont en train de travailler et pour nous il était question de rappeler très rapidement que l'aéroport de Goma, l'ouverture de l'aéroport de Goma dépend du gouvernement de la République démocratique du Congo. Si cela ne dépendait pas du gouvernement, il aurait déjà été ouvert. Mais ici, nous voulons faire, parce que nous avons publié ce qu'on appelle en langage des techniciens un NOTAM, qui fait que les aéroports de Goma et de Bukavu ne peuvent plus être desservis en vol. Mais parce qu'il y a des besoins d'intervention humanitaire, et donc au niveau du gouvernement, nous travaillons étroitement avec les différentes organisations, il y a un mécanisme qui va être mis en place qui permettra d'autoriser un certain nombre de vols. Il y a eu les discussions de Paris qui ont convenu d'ouvrir ces corridors humanitaires. Mais pourquoi ça dépendrait du Rwanda, comme vous dites ? Au moment où nous parlons, je ne dis pas que ça dépend du Rwanda, ça dépend du gouvernement de la RDC, parce que c'est nous qui donnons des autorisations, notamment aux aéronefs, pour atterrir sur cette partie du territoire. Et donc, il y aura spécifiquement pour des besoins humanitaires, parce que l'urgence est absolue, il y aura une ouverture qui permettra à certains appareils de pouvoir atterrir avec de l'aide pour nos populations. Évidemment, ce sera encore convenu avec les humanitaires, les discussions sont en cours à ces propos. Sur le retour des réfugiés congolais qui ont fui la guerre vers le Rwanda, pourquoi leur refuser le retour? Alors, que ce soit sur la question de réfugiés congolais qui sont au Rwanda, que ce soit sur la question du discours de haine, qui est un prétexte recyclé, parce qu'en réalité, c'est les discours du Rwanda qui stigmatisent nos communautés. Vous savez que la RDC, c'est plus de 100 millions d'habitants, c'est plus de 450 ethnies. Nous vivons en harmonie. Être en harmonie ne veut pas dire qu'il y a toujours des conflits, mais ce n'est pas acceptable qu'un État voisin se présente comme un protecteur d'une communauté dans un autre pays. C'est déjà ça, la stigmatisation. Pour le reste, le président de la République, comme nous tous au niveau du gouvernement, nous nous assurons qu'il n'y ait pas des discours de stigmatisation ni contre une quelconque communauté. Nous voyons monter plutôt en flèche du côté de la partie occupée par le rebelle des discours hostiles, par exemple, au Baluba, qui font des appels
qui ne sont pas de nature à cimenter l'unité nationale, mais nous savons ce que c'est et pourquoi ils le font. Mais nous, comme gouvernement, nous nous assurons de faire notre part pour que le Congolais, dans leur diversité, nous puissions vivre ensemble. Sur la question de réfugiés, c'était un des prétextes, mais que nous avons vidé parce qu'aujourd'hui, que ce soit la partie rwandaise, la partie congolaise autour du HCR, les problématiques ont été sériées, les listes ont été établies et nous attendons le moment venu, le retour de la paix, parce que la base du retour de réfugiés, c'est une base volontaire. Vous n'allez pas demander à ceux qui sont partis pour des raisons de guerre, de revenir dans une région qui est encore sous de bombardements. Mais vous ne doutez pas qu'ils soient congolais? Bon, écoutez, nous, on n'a jamais douté de la nationalité des uns des autres, dans la mesure où, dans les cadres des lignes qui ont été tracées, notamment avec les HCR, nous aurons la possibilité de traiter de cas de ceux qui doivent revenir. Et donc, en ce moment-là, tout sera établi. Nous n'avons jamais été dans une posture d'exclusion d'une quelconque communauté que ce soit. Au moment où je vous parle, au niveau du gouvernement, au niveau de l'armée, au niveau de la police, la communauté Banyamulenge est bien représentée, comme la plupart des communautés congolaises. Nous vivons en harmonie et donc il est hors de question pour un pays de continuer à surfer sur ces prétextes-là. Donc il ne s'agit pas de la théorie du grand remplacement soulevée par le président Tshisekedi. Non, écoutez, nous savons que dans ce qui se passe sous des zones sous occupation, il y a des choses qui sont inacceptables. Premièrement, lorsqu'ils arrivent, d'abord, ils détruisent tout ce qu'il y a comme document au niveau foncier, ils réattribuent des terres. Nous avons suivi, nous avons lu des rapports. Mon collègue de l'Intérieur, notamment, nous a fait plusieurs fois les points des populations qui reviennent. Ces populations-là, ce n'est pas des populations réfugiées. Les populations qui viennent dans un cadre où on détruit tout ce qui est acte foncier, ça veut dire qu'il y a une volonté d'expropriation, d'occupation des terres. C'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, on travaille sur une ordonnance qui va déclarer de nul et des nuls effets tout ce qui est produit actuellement, tous les actes qui sont posés par ceux qui occupent illicitement cette partie du territoire. C'est pour ça que nous voulons vite aboutir dans les cadres des processus de Washington et de Doha, pour que rapidement nous puissions nous atteler à des questions prioritaires qui sont celles du retour de la paix, de l'amélioration de conditions humanitaires de nos populations. On va avancer, on va parler sur le plan politique. Regardez ces images dans l'est de la RDC, toutes les confessions religieuses, la société civile, les mouvements citoyens du Sud Kivu et les membres de la diaspora ont lancé ce mardi la campagne citoyenne pour la paix. Justement, ils appellent au dialogue, tout comme certains opposants à Kinshasa. On écoute à ce propos Kabound. Nous sommes convaincus que ça fait partie de la stratégie de Tshisekedi et de ses amis aujourd'hui, de laisser la situation pourrir, ne pas trouver des solutions rapidement afin de justifier la non-tenue des élections en 2028. Patrick Mouyaya, est-ce que le président Tshisekedi est en train de laisser pourrir la situation en vue de 2028 Mais c'est totalement faux. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes plus que déterminés à faire aboutir d'abord les deux processus. Je vous ai dit que nous avions une urgence humanitaire et il faut savoir que le président de la République a toujours été un homme de paix. Je ne voudrais pas rappeler ce qu'il a fait en 2019, entre autres en facilitant la réconciliation entre le président Kagame et le président Museveni. Je crois que beaucoup oublient ces chapitres de l'histoire. Et donc aujourd'hui, les présidents, c'est lui qui avait y compris lancé un appel à tous ceux qui veulent venir comme lui défendre la patrie. Parce qu'il s'agit de la patrie d'abord, mais il faut qu'on évolue de manière ordonnée, structurée. Pour nous, l'origine première de cette guerre, de cette crise que nous connaissons, est sécuritaire. Elle est due à l'agression du Rwanda. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train, je veux y arriver, nous sommes en train d'atterrir à Washington comme à Doha, et à l'issue de ces processus qui vont nous permettre de traiter la question principale, qui est la crise sécuritaire déclenchée par l'agression rwandaise, nous allons nous occuper du dialogue en interne. Et il ne faut pas oublier, le dialogue en interne arrivera plus tard. Il faut d'abord qu'on soit en mesure de régler les problèmes liés à l'origine sécuritaire de la crise. C'est ce que nous sommes en passe de finaliser. Le président de la République lui-même, qui avait reçu l'initiative des prêtres au départ et d'autres confessions religieuses, a déjà dit sa disponibilité. Il a reçu l'honorable Fayulu, encore l'honorable Mouzito, pour montrer qu'il est disposé à aller vers la paix. Et c'est ça qui importe plus que tout. Et je vais terminer en disant que la guerre que nous faisons actuellement, c'est pas une guerre qui est celle du président de la République, mais c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais. Tous les Congolais devraient se mobiliser. Je rappelle que vous êtes ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.